Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet atelier, cette table ronde numéro 4, qui est consacrée à un aperçu, à un panorama, plus il y a une rétrospective des menaces cyber dans le secteur maritime. L'idée étant de rappeler ces menaces dans un premier temps pour après, bien entendu, travailler sur les solutions de risk mitigation, quelle stratégie pour se protéger de ces menaces. Alors malgré le format que nous impose à tous la crise Covid, on va de toute façon travailler de façon pragmatique à la fois dans la présentation et dans l'échange, puisque tous les participants, vous savez que vous pouvez intervenir et poser vos questions. Alors au fur et à mesure de la présentation, mais ce que je propose, c'est que d'abord nous consacrions entre 40 à 45 minutes à la présentation du sujet lui-même et qu'après, cette session se transforme en échange interactif via le chat. Donc, vous pouvez accéder aux questions. Je répéterai quand même les questions au cas où certains d'entre vous auraient des difficultés de connexion et d'accès au chat pour que tout le monde puisse bénéficier de cela. Je suis Bertrand Monnet, je suis professeur à l'EDEC, donc l'école de management, et au sein de l'EDEC, je dirige depuis 15 ans maintenant la chaire management des risques criminels qui traite de différents risques qui touchent l'entreprise, dont les risques cyber avec une approche toujours centrée sur une approche microéconomique, donc en travaillant en partenariat avec des entreprises et au plus près, entre guillemets, des risques qui pèsent sur elles, y compris du risque cyber. Je vais laisser les co-intervenants de cet atelier se présenter, en commençant par Nicolas Carmic, à ma gauche. Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Carmi, je suis le directeur de la sûreté chez Subsea7. Donc Subsea7 qui est une société parapétrolière où nous fournissons des services d'ingénierie offshore pour des grands clients, typiquement Total, Exxon, Chevron ou d'autres, et dans le monde entier avec différents outils sur un travail à 90% offshore et pour lesquels évidemment nous avons des intérêts particuliers sur le risque cyber et les risques électroniques qui peuvent advenir sur nos outils de travail. Merci Nicolas. Jean-Philippe Berillon. Bonjour à tous, donc Jean-Philippe Berillon. Je suis en charge du métier sécurité au sein du groupe Samsic. Le groupe Samsic est un groupe familial, français, breton, qui a aujourd'hui 30 ans d'histoire et qui offre des services aux entreprises, en particulier du facility, des services de ressources humaines, et qui a un pôle spécialisé dans la partie aéroportuaire. Autour de ces prestations, eh bien, on retrouve au sein du facility de la sécurité privée. Nous avons 4500 agents qui, en France et à l'étranger, offrent des prestations de sécurité privée. Et nous sommes spécialistes aussi, en particulier en Belgique, de la sécurité portuaire. Et troisième intervenant, qui en même temps est notre hôte aujourd'hui, physiquement, puisqu'on a décidé d'être ensemble pour animer cette table ronde à distance, tous les intervenants. Faïs Djelouli. Bonjour à tous, nous sommes bien évidemment ravis de vous accueillir dans nos locaux. Donc Faïs Djelouli, je suis président fondateur du cabinet de conseil d'intégration et de formation Oliseum. Nous sommes spécialisés dans la sécurisation des infrastructures critiques et industrielles. Quand je parle de sécurisation, c'est surtout corps de métier, c'est vraiment de la cybersécurité, voire de la cybersécurité industrielle. Nous sommes partisans, on va dire, d'une approche holistique de la cybersécurité, tellement qu'elle se retrouve même dans notre patronyme. Et je dirais que on a pris ce choix-là parce que nous croyons qu'il s'agit de la seule manière à même de pouvoir venir à bout des problématiques complexes que nous rencontrons à la fois dans le secteur maritime et bien au-delà. Puis dernier point, c'est que nous sommes aussi producteurs nous sommes très engagés dans le domaine éducatif en fait, et nous sommes du coup à ce titre-là à la fois concepteurs et fabricants donc de démonstrateurs de hacking, y compris de hacking maritime, un peu comme celui que vous voyez derrière. Et nous sommes également producteurs d'une web-série qui s'appelle Cybervox et qui compte aujourd'hui 3 ou 4 épisodes et qui a pour objectif l'acculturation du grand public au risque cyber, ainsi que la promotion des solutions souveraines.
Merci Faïs. Alors merci à tous pour ces présentations. Avant de démarrer sur les solutions, parce que évidemment c'est ça qui nous intéresse, je pense qu'il est utile de faire un panorama, non seulement de la risk mitigation, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, mais surtout quel est le problème, quels sont les risques. Alors il ne s'agit pas d'asséner un cours sur ce sujet-là, mais en un slide, quel est le panorama des risques d'ordre cyber qui pèsent sur le secteur maritime en étant tout à fait pragmatique et surtout en étant holistique. C'est vraiment l'approche, pas de distinction spécieuse entre des techniques strictement numériques et des techniques physiques d'intrusion. Le secteur dans son ensemble est exposé à des risques qui peuvent être protéiformes et il s'agit de les adresser d'une façon efficace. Mais pour ça, il faut, à mon sens, ne pas avoir d'approche éthérée, mais une approche très pragmatique et d'abord comprendre qui, et j'insiste sur le qui, est à l'origine de la menace. Il y a une myriade d'acteurs, hein, c'est toujours dangereux de catégoriser, mais en gros, et je n'apprends rien aux gens qui ici sont spécialistes de la cybercriminalité pour le coup, les différentes catégories d'acteurs qu'il faut considérer, qui peuvent être des gens qui ont des motifs strictement financiers, hein, c'est ceux que vous voyez en gauche, des criminels qui vont essayer d'entrer et de voler ou de valoriser le vol d'informations d'acteurs du secteur maritime, cybercriminals. On a également des activistes, avec un H, activistes, des entités qui, pour servir une cause qu'ils jugent juste, peuvent s'en prendre, et Nicolas pourra peut-être en parler, à des acteurs du secteur maritime, que ce soit des transporteurs ou des compagnies parapétrolières, par exemple. On a également toute la problématique des acteurs para-étatiques du type State Sponsored Group, ces fameux mercenaires du web, finalement, qui vont travailler pour des services d'État et en commettant pour leur compte diverses attaques qui peuvent toucher ce secteur maritime qui est ô combien stratégique. Et puis on a également des gens des performeurs qu'on appelle des script kiddies, qui en fait peuvent s'en prendre à des informations, des systèmes, des serveurs d'entreprises, y compris du secteur maritime, parce que pour eux c'est très bankable de montrer leur capacité à toucher des entreprises de cette taille-là. Et puis enfin, ne l'oublions jamais, on a également ce qu'on appelle des insiders, c'est-à-dire des personnes qui ont des accès légitimes aux informations d'entreprises du secteur maritime et qui vont faire un usage illicite. Et puis en second plan, on a ces acteurs terroristes qui, pour l'heure, n'ont pas fait montre d'un usage de techniques cybercriminelles, mais qui pourraient tout à fait être tentés d'utiliser ces techniques-là à des fins de commission d'attentats majeurs, en utilisant des vecteurs maritimes ou en s'en prenant à des infrastructures portuaires pour commettre des attentats majeurs. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est probable, mais que c'est possible. Donc, ils font partie du scope, sans paranoïa aucune. Les cibles qui sont celles de ces acteurs-là, toujours pour rester dans ce panorama introductif, hein, elles sont de diverses natures. Hein. Alors, ce sont des particuliers, des États, on ne va pas en parler, ce n'est pas l'objet de notre session d'aujourd'hui. On parle vraiment d'entreprises et spécifiquement d'entreprises de ce secteur que nous adressons aujourd'hui. Et au sein de ces entreprises, il y a 4 catégories d'objectifs précis qui peuvent être combinés, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, que ces acteurs, ces prédateurs, ces hackers peuvent essayer d'atteindre. Évidemment, ce sont des données, hein, comme pour toute entreprise de tous les secteurs, ces entreprises-là, ces acteurs du secteur maritime, elles ont des datas. C'est ensuite l'argent que ces acteurs-là peuvent essayer de voler ou qui peuvent essayer de récupérer en demandant des rançons une fois qu'ils ont crypté des données. Il y a X façons de le faire. C'est ensuite la réputation des acteurs du secteur maritime que des hackers peuvent, à laquelle des hackers peuvent essayer d'attenter, hein, encore une fois pour des questions généralement idéologiques. Et puis enfin, ne l'oublions pas, des actifs majeurs du secteur, des actifs tels que des navires, mais aussi des infrastructures portuaires peuvent, je ne dis pas encore une fois que c'est probable, mais c'est une possibilité, faire l'objet d'une prise de contrôle, voire d'une destruction à distance par ce type d'acteurs-là. Les tactiques, utilisées par ces acteurs pour s'en prendre à ces objectifs-là, elles sont multiples, mais globalement, elles sont de 3 ordres. C'est d'abord le vol, theft, ensuite c'est la destruction, damage, et enfin c'est la fraude. Ça, ce sont les grandes tactiques que ces acteurs mettent en œuvre pour essayer de toucher 2 grandes zones de vulnérabilité des acteurs du secteur maritime, leurs serveurs, leur réseau, leurs networks, en utilisant des dizaines et des dizaines d'outils, des dizaines et des dizaines de techniques. Il ne s'agit absolument pas de faire une liste à la Prévert, ce serait stupide parce que des virus et des techniques d'attaque sont inventés à peu près chaque seconde. Mais globalement, les grandes catégories auxquelles le secteur est confronté,
finalement, elles sont assez peu distinctes de celles auxquelles toute entreprise est confrontée. C'est le phishing, le spear phishing. Encore une fois, il ne s'agit pas là de faire une description précise de ces types de cybercriminalité. Globalement, c'est l'intrusion dans un système d'information et l'intrusion dans des données en utilisant le user, c'est-à-dire la personne qui va recevoir un mail frauduleux et qui va cliquer sur un lien ou qui va accepter d'être redirigé vers un site où un virus sera aspiré et donc installé dans les données de l'entreprise ou du serveur considéré. C'est toutes les attaques qui utilisent des techniques visant à utiliser le password, donc qu'il s'agisse de brute force attaque ou pas. Ce sont enfin l'utilisation, comme pour toute entreprise, de vulnérabilité des codes, des systèmes d'exploitation utilisés par ces entreprises, c'est les backdoors. Et puis, je m'arrêterai là, parce que le secteur est exposé à ça comme toute entreprise aujourd'hui du fait de la crise du Covid, les vulnérabilités qui sont liées au travail à distance et notamment à la généralisation, et la quasi-généralisation du travail via VPN et via RDP, Remote Desktop Protocol, qui, lorsque ces utilisations ne sont pas bien sécurisées, eh bien, permettent, encore une fois, maximisent, augmentent la vulnérabilité de ces opérateurs, de ces acteurs du secteur maritime au risque cyber. Et je conclus sur une technique qu'il ne faut surtout pas oublier et distinguer du reste, c'est l'intrusion physique. Il ne s'agit pas de segmenter la cyber d'avec la sûreté physique, ce serait une erreur fondamentale qui profiterait grandement aux hackers, et je renvoie pour ça aux épisodes de Cyberbox qui sont produits par Oliseum et qui le montrent très bien. Pourquoi designer et conduire des attaques très très sophistiquées lorsqu'une simple, entre guillemets, intrusion physique permet de plugger un port USB sur un terminal stratégique de l'entreprise. Ne distinguons pas le physique du numérique. La cybersécurité du secteur maritime, elle est globale. La cybermenace est globale, donc la cybersécurité, elle doit aussi être globale, encore une fois, et ne pas reposer sur des segmentations spécieuses qui, malheureusement, sont trop courantes dans l'approche de ce problème-là. Voilà le panorama général. Avant de parler encore une fois solution, on va en commencer déjà à en parler avec Nicolas Kermit, donc dont je rappelle la fonction Head of Global Security de Subsea 7. J'ai été très heureux que Nicolas accepte d'intervenir à cette table ronde. Pourquoi? Parce que Subsea 7, et vous me dites si je me trompe, cher ami, mais Subsea 7, c'est un acteur du secteur maritime à part entière. C'est à la fois une compagnie maritime, mais en même temps, c'est une compagnie parapétrolière, premièrement. Ensuite, c'est une entreprise qui a depuis longtemps compris cela, qui travaille sur ce sujet-là bien avant, depuis très longtemps, bien avant qu'il ne devienne, j'allais dire, au top de l'agenda, hein, en anticipation, et qui a mis en place réellement, j'insiste là-dessus, on travaille ensemble depuis une quinzaine d'années maintenant, à la fois des systèmes de prévention, des systèmes de protection, des systèmes de gestion de crise propres à circonvenir cette menace. Donc, la première question que j'aimerais poser à Nicolas, c'est, alors Subsea 7, on a compris ce que c'était, mais en quoi est-ce qu'une entreprise comme Subsea 7 est-elle exposée à la menace qu'on vient de voir? Quelles sont les zones de vulnérabilité? Pourquoi, première question, pourquoi est-ce que la boîte est exposée à ces menaces-là, premièrement? Et la question qui suivra, c'est que faire? Ou plutôt, qu'est-ce qui est fait? Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Question subsidiaire. 3 questions pour Nicolas qui est habitué à des questions difficiles. Absolument. Très bien. Alors, en fait, la problématique qui se passe en parallèle de nos amis aussi du transport maritime, c'est que en étant armateurs nous-mêmes, nous devons trouver des solutions dans le cadre de la navigation, mais aussi nos navires sont des navires qui sont des navires usines avec des outils et des moyens très particuliers de pose de pipeline, de survey, donc trouver quelles sont les bonnes positions pour poser le pipeline, pour poser une plateforme, pour faire des réflexions, pour sonder les fonds. Et évidemment, tous ces moyens-là aujourd'hui sont de plus en plus électronisés et digitalisés. Nicolas, une première question. Combien, la flotte de Subsea 7, c'est combien de bateaux? Alors aujourd'hui, on en a une quarantaine. Il y en a quelques-uns encore qui sont en construction. Aujourd'hui, on va dire on en a 38 fonctionnels. Vous parliez de navires-usines. Qu'est-ce que c'est globalement que ces navires-usines? C'est des plateformes, ça va de quoi à quoi globalement un bateau de Subsea 7? Alors, en gros, ce sont des navires qui sont plutôt d'un énorme tonnage
mais surtout avec beaucoup de types d'outils que nous utilisons pour faire ce genre de projet dont vous voyez la tranche là sur l'écran, pour sonder les fonds, comme je l'ai dit, poser du pipeline, faire de gros levages, donc des grues. Voilà, vous voyez quelques images. Et évidemment, tous ces outils et tous ces moyens de navigation ont été de plus en plus électronisés et digitalisés. Donc, vous voyez aussi les ROV, je vous permets juste 2 minutes. Vous voyez donc ces petits sous-marins jaunes là. Là, on en a 170 dans notre flotte qui sont là aussi pour faire du sondage ou de la réparation sous-marine. Donc Subsea 7, en gros, la flotte de Subsea 7 va de la barge au supply boat un peu traditionnel, qui finalement s'approche du cargo, jusqu'au sous-marin. C'est ça. Le scope, exactement, en termes qualitatifs. Donc une quarantaine de navires. Le coût moyen d'un navire de Subsea 7, est-ce qu'on peut l'évaluer? Alors, en mode projet classique, on va dire, on peut aller de 250 000 à 450 000 $ jour. Ça, c'est le coût d'exploitation. Le coût d'exploitation. Et à la construction, un bateau comme ça une barge comme celle qu'on a vue, ces bateaux usines un peu étranges, là, ça vaut combien? Oh, ce sont des bateaux, par exemple, ça, le Borealis, a coûté quand même 800 millions $. D'accord, ok, très bien. Voilà. Donc, la cible, j'allais dire, c'est ça, parce que, effectivement, tous ces actifs industriels sont managés par des serveurs, finalement. Exactement. En fait, aujourd'hui, on demande à ce que nos opérateurs, donc il y a eu une sorte de développement de la technicité voulue par ces genres de matériaux et de matériel et d'outils, où que ce soit le personnel navigant ou les opérateurs des différents outils que nous avons à bord ont dû faire d'autres types de formations et d'autres types de modernisation dans leur formation pour pouvoir justement travailler sur ce genre de navire. D'accord. Donc une numérisation croissante en fait de tout l'outil qui permet d'utiliser ces actifs et de faire du business. Un point important quand même, le chiffre d'affaires de Subsea 7, quel est-il? Et cette entreprise est-elle cotée? Et si oui, où? Alors, Subsea 7, aujourd'hui, on est aux alentours de 5 milliards de dollars par an. D'accord. Et nous sommes cotés à la bourse d'Oslo. Ok. Voilà. Ça, je pense que c'est important pour le secteur maritime, parce que, encore une fois, on l'a vu dans les différentes zones de vulnérabilité et les cibles, il y a la réputation d'une entreprise. Et ça peut être l'un des objectifs des hackers. Ceci étant dit, donc, en quoi est-ce que Subsea 7 est exposé aux cybermenaces? C'est un peu brutal comme question, mais quelle est l'exposition? À quoi est-ce que c'est exposé, Subsea 7? Est-ce qu'on peut essayer de catégoriser ça? Oui. On travaille sur la cible avec Nicolas, et puis après on travaillera plus sur les solutions de risk mitigation avec Jean-Philippe et Félix. Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tous les modes de digitalisation qui ont été mis en place ces derniers temps, nous avons identifié tous les types d'intrusions volontaires ou involontaires d'ailleurs que nous pouvions avoir sur nos navires. Donc ça va du facing, du defacing du bateau via l'AIS, qui est bien connu par contre, c'est le GPS maritime. Voilà, le GPS maritime. Donc, ça, c'est très connu de tout le domaine maritime et de nos compatriotes aussi du transport. Est-ce qu'on peut décrire un peu ce type cette première possibilité d'attaque? En quoi est-ce que ça pourrait conduire? Est-ce qu'on peut revenir rapidement au slide qui présente un projet type de Subsea 7? Ce sera peut-être. Bien sûr. Alors, on va dire que tous ces types de navires-là, aujourd'hui, donc comme dans toutes les flottes, on va dire, qui sont d'un peu de renom classique, on a des systèmes d'AIS, donc un positionnement qui vous dit exactement où se trouve le navire, et pareil pour le capitaine du navire, c'est exactement où il se trouve lui aussi, et qui donne aussi l'identification du navire. C'est-à-dire que l'AIS va vous donner aussi un traceur qui vous dit, voilà, ce navire s'appelle comme s'il est de telle boîte, etc., et son pavillon est tel. Voilà. La problématique que l'on peut avoir, et ce qu'on en a testé aussi sur différents navires, c'est que cet AIS peut être défacé. C'est-à-dire que votre navire est présent, je ne sais pas, sur des côtes d'Afrique de l'Ouest, et on le spot sur un écran dans le golfe du Mexique. Donc, imaginez si demain vous avez, par exemple, une action pirate, typiquement celle d'Afrique de l'Est, où c'est le bateau qui est enlevé avec son équipage, il va être très difficile aussi. Alors, on va connaître la position, on va dire l'une des dernières positions du navire, mais pour le positionner précisément,
Si la personne a pu prendre contrôle de cet AIS, on ne saura plus où se trouve ce bateau. Dans ce que vous identifiez, est-ce que pour cette première technique, cette première menace, hein, vu de votre côté, est-ce qu'elle est compliquée à mettre en œuvre? Premièrement, est-ce qu'elle a déjà été mise en œuvre? Si oui, est-ce que c'est compliqué de la mettre en œuvre? Et qui pourrait la mettre en œuvre? Alors, compliqué de la mettre en œuvre? Non. Est-ce qu'elle a déjà été faite? Oui, des tests ont été faits. Alors, moi, je n'ai pas de retour. Alors, peut-être que ça existe, peut-être que le panel ici pourra en parler, mais en tout cas, moi, je n'ai pas de retour express que c'est quelque chose qui a déjà été fait volontairement. Et qui pourrait le faire? Bah, évidemment, des personnes qui n'ont aucun intérêt à savoir où nos bateaux se trouvent. Donc, effectivement, si le bateau a été piraté, si le bateau a été récupéré quelque part, etc., c'est là où ça peut être intéressant. Est-ce que dans un projet de dépose de pipeline, là, comme ça, parce que là, finalement, on parle de ce risque qui pourrait toucher la navigation d'un navire. Est-ce que quand on est en opération, finalement, quand les bateaux sont fixes, hein, alors c'est particulier, hein, c'est parapétrole, mais est-ce que là aussi, il y aurait un risque, finalement? Parce que je vois quand même que des pipelines relient ces fameuses plateformes, enfin ces barges, au sous-sol maritime. Dans les pipes, il y a du gaz, c'est quoi? C'est du pétrole? Il peut y avoir du gaz, il peut y avoir du pétrole, du brut. Mais effectivement, le bateau ensuite ne pourra peut-être plus par son positionnement. Alors ça, il faudra aussi le mettre en parallèle avec l'EXDIS, mais ça on pourra en parler tout à l'heure. C'est la cartographie, on va dire, marine qui est inhérente au bateau. Si le bateau n'arrive plus à se positionner exactement dans la position qu'il faut pour poser ce pipeline ou une pompe ou un module ou quoi que ce soit, oui, on peut risquer l'accident, on peut risquer l'arrachage, on peut risquer plein de choses. Et ensuite, effectivement, des pertes d'exploitation, de la pollution, forcément, si effectivement il y a du gaz ou autre chose, de l'explosion. Voilà. Du coup, donc là c'est la première menace, hein, c'est cette première menace sur laquelle on va pas s'apesantir. Je pense que tout le monde a compris. Si c'est pas clair, parce qu'il y a quelques termes techniques et tout le monde n'est pas forcément spécialiste, encore une fois, je fais confiance à vos questions hein, dans le chat, encore une fois. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, même si on consacrera une partie de la session aux questions. Ça me permettra, si c'est des questions techniques de sens, etc., de faire préciser à nos intervenants tout de suite un acronyme qui ne serait pas clair, ce genre de choses. Donc, première menace, très bien. Le défaçage qui permet finalement pour employer un anglicisme horrible, de cheater sur votre position, de frauder en fait, de truquer la position finalement du navire avec toutes les conséquences que vous évoquiez en navigation, en opération. Autre menace que vous identifieriez aujourd'hui comme étant au top de l'agenda, on ne va pas toutes les lister, mais peut-être les 3 ou 4 principales. Voilà. Alors là, en parallèle de celle-ci, je parlais de l'EXDIS justement. Alors ça, c'est très important dans le cadre, que ce soit de la navigation ou des zones de travail. Alors, c'est une cartographie des fonds marins. Et donc, en gros, si on a une fausse vue sur ce que sont ces fonds marins, on peut avoir un accident de navigation parce qu'on n'aura pas assez de fonds. On peut avoir un accident de travail parce qu'on aura posé le pipeline là où, en gros, le terrain n'était pas plat ou prévu par nos ingénieurs. Une cyberattaque peut conduire à ce type de fraude. Alors, il peut y avoir le côté cyber. Nous, ce qu'on a plus identifié, ça va être peut-être le côté un peu plus physique. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Oui, on peut en parler, et ça, on pourra juste après encore en faire d'autres, parler avec d'autres outils, où en gros, ce sont des systèmes qui ont des besoins de mise à jour, hein, chaque fois. Et donc, ces mises à jour ne sont pas faites en interne, ce sont des mises à jour qui sont faites par des prestataires. Et c'est là où, s'il n'y a pas un contrôle du prestataire, s'il n'y a pas de contrôle de l'outil qui est utilisé, de la clé USB qui est utilisée ou du software qui est utilisé, c'est là où on peut avoir une problématique sur notre EXDIS. Très bien sûr. Donc, l'outil de cartographie des fonds marins. Ces prestataires en question, ils sont nombreux, ils sont très peu nombreux dans le monde. Alors on va dire, il y a surtout des revendeurs de logiciels en fait. Il n'y a pas 400 millions de logiciels, mais il y a surtout beaucoup de revendeurs. Voilà. Et c'est là où il faut faire des contrôles qualité sur ces revendeurs-là. Voilà. C'est là où la problématique se pose. Parce que finalement, là, on peut vous fourguer un logiciel de mauvaise qualité ou au contraire, vous fourguer un logiciel qui a priori semble parfait, mais qui a pour but de vous faire cracher un navire sur un fond. Exactement. Donc ça peut être à la fois de la contrefaçon finalement, qui est vendue ou vraiment du faux à des fins de sabotage, exactement. de destruction. Exactement.
Très bien. Donc cette deuxième menace, quelles seraient les deux autres les plus saillantes? Alors, les deux autres saillantes, je reviens sur les 10, c'est un parallèle avec aussi nos différents outils de travail sur le bateau. Je prends l'exemple des grues, par exemple. Toutes ces grues aujourd'hui aussi sont actionnées via des softwares, via des logiciels, où on pourrait avoir exactement le même problème de hacking sur une de nos grues pour lesquelles on doit, par exemple, je ne sais pas, faire une dépose de modules sur une plateforme. Et si ce logiciel est vérolé, la grue soit ne fonctionne pas comme il le faudrait, soit pour avoir des degrés de différentiel, soit pourrait complètement s'arrêter. Très bien. Donc les outils industriels qui sont à bord, ça c'est propre au parapétrole, peuvent aussi évidemment faire l'objet d'exposition à ces menaces. Troisième menace, et quelle serait la dernière à laquelle vous pensez là comme ça? Et la dernière, ce serait plutôt, alors ça comme vous l'avez vu, ce sont vraiment des navires usines, on peut avoir entre 50 et 500, 600, 700 personnes à bord. Toutes ces personnes-là, vous comprenez bien, si elles partent 6 semaines, 8 semaines en mer, ont des besoins de télécommunication, ont des besoins de loisirs ou autres via leur ordinateur propre, parce que la société ne fournit pas des ordinateurs portables ou des ordinateurs simples à tout l'équipage. Donc chacun vient avec le sien, et là aussi, il peut y avoir une possibilité, dès que l'on plug sur le système du bateau, il peut y avoir une possibilité de vérolage du système du navire, et ou même de la pénétration de l'ensemble de la société, étant donné que nos navires sont liés à nos serveurs. Bien sûr. Et donc, par là même, immobiliser peut-être une partie de nos serveurs, voire récupérer des données qui viennent aussi de ces serveurs. Rentrer finalement par le serveur d'un navire pour migrer vers des serveurs du corporate ou d'un actif à terre. Exactement. Donc, on a parlé là avec cette découverte, entre guillemets, je pense pour beaucoup d'entre nous, de Subsea 7, du risque qui est lié à la fois au vecteur, au navire, même si c'est des navires un peu spécifiques, le risque qui est importé par le user qui est à bord de ces navires. Ça, c'est vrai pour toute entreprise, c'est une chose. Est-ce qu'on peut aussi parler, parce qu'on parle du secteur maritime, du risque qui est afférent aux plateformes portuaires? Quel est finalement les risques qui sont spécifiques à cette interface dans les ports et globalement? Quels sont les risques qui, pour vous, Subsea 7, sont liés au port? Alors, au niveau portuaire, nous, ça va être surtout alors le système entrée-sortie, parce que les ports, on va les utiliser pour charger du matériel ou décharger du matériel, récupérer du personnel ou délester du personnel. Et donc, nous, notre grosse problématique va être est-ce qu'on est sûr de qu'est-ce qui est rentré, est-ce qu'on est sûr de qu'est-ce qui est sorti, et est-ce qu'on est compliant avec les problématiques de l'ISPS surtout. Donc, ce qui demande des mesures de contrôle additionnelles, même si on est à peu près sûr, entre guillemets, du port où on se trouve, mais qui demande des mesures additionnelles de contrôle à bord du bateau, qui prennent du temps et qui coûtent de l'argent. Tout à fait. Dernier point, donc ça c'est le panorama des menaces principales. Qu'est-ce qui est mis en place chez Subsea 7 en introduction des grandes solutions de risk mitigation que nous allons voir maintenant avec Jean-Philippe Berillon et Faïs Djelouli. Quelles sont les grandes familles de solutions? Après quoi, je passerai la parole à Jean-Philippe et Faïs, et puis vous interviendrez également pendant cette session. Alors, pour aller vite, je ne vais pas accaparer la parole non plus. Donc, après avoir eu cette prise de conscience depuis quand même quelques années, donc déjà, le département informatique c'est complètement, on va dire, équipé de différents personnels qui sont aujourd'hui des professionnels de ce type de menaces. Nous travaillons ensemble avec le département sûreté, alors qu'avant c'était deux départements qui étaient vraiment complètement séparés. Donc aujourd'hui, nous avons une philosophie et des problématiques que nous combinons. Donc nous parlons le même langage là-dessus. Nous avons mis en place, alors pour les systèmes de solutions, notamment pour tout ce qui est, on va dire, importé par le personnel, des modules de formation. Et ce sont des modules de formation obligatoires. Si le personnel n'a pas passé ce module, il ne pourra pas partir en mission. Donc ça, ce sont des modules obligatoires, ce sont des modules responsabilisants aussi. C'est-à-dire que si on trouve que ce personnel-là a commis une faute, a introduit une pièce dans le système Subsea 7, il sera immédiatement sanctionné.
Donc des solutions qui sont à la fois organisationnelles, qui visent aussi le user, le training. Et puis ce que je retiens, c'est cette non-dichotomie, cette approche holistique entre la cyber et la sûreté. Jean-Philippe Berrion, vous êtes donc le Head of Business Line Security de Samsic, du groupe Samsic. Sur ce sujet-là, comment intégrer finalement la sûreté avec cette menace cyber? Pour un acteur comme le groupe Samsic, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Quelles sont les actions qui, selon vous, doivent être conduites pour sécuriser le secteur maritime avec cette approche holistique? Ne distinguons pas la cyber du physique parce que, comme Nicolas vient de le dire, il faut que ça fonctionne ensemble. Absolument. Oui. Alors, déjà, pour dire que j'ai eu la chance aussi dans le passé d'être confronté directement à la problématique de risque en mer, puisque j'étais Chief Security Officer d'un groupe qui avait une activité maritime à la fois dans l'oil and gas et dans le gaz naturel liquéfié. Donc, nous avions des plateformes, nous avions des bateaux. Et à partir de là, on s'est posé la bonne question aussi parce qu'on avait déjà mis en place cette approche holistique dès 2009, de savoir en quoi nos bateaux, nos plateformes et des terminaux aussi, puisque les terminaux à terre sont des structures importantes des secteurs, des points d'importance vitaux au titre du SAIV. Comment les protéger en ayant cette approche qui est la seule, enfin qu'on partage tous, on a tous ce point de vue aujourd'hui autour de cette table, l'approche holistique est la seule qui tienne parce que on se pose toutes les bonnes questions pour savoir comment protéger les assets qui nous reviennent. Et donc chez Samsic, eh bien, cette approche holistique est aujourd'hui, j'allais dire, au centre de notre centre d'expertise, qui va apporter le savoir-faire sur la compréhension de la menace auprès de nos clients. Et puisqu'on a un directeur de la sécurité aujourd'hui avec nous, je crois que le directeur de la sécurité dans un grand groupe, c'est celui qui va être capable de rassurer son président, son CEO, autant par son savoir-faire que par les mesures qu'il va déployer pour protéger l'activité de l'entreprise. Donc, le côté rassuré est extrêmement important. Et chez nous, nous développons la même approche, c'est-à-dire que nous sommes sur une approche de confiance et de confort vis-à-vis de nos clients. La confiance par rapport à la prestation qu'on délivre. Et le confort, c'est parce qu'on veut être capable de discuter avec nos clients avec les mêmes modes de raisonnement, de la façon de mieux les protéger. Et vous parliez d'abord d'analyse, tout repose là-dessus. Donc, il y a une méthodologie d'analyse qui est en place. On en parlera également tout à l'heure avec Faye. Quels sont les cadres d'analyse qui, selon vous, permettent d'appréhender à la fois la menace cyber et la menace physique? Typiquement, il y a 4 grandes missions de sécurité qui sont détecter, protéger, repousser, défendre. Vous avez systématiquement 3 couches, quelle que soit la société dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez le facteur humain, la partie humaine de la société, vous avez la partie physique, et vous avez bien évidemment, depuis déjà longtemps, le cyber. Donc ces 3 couches qui sont incontournables, avec un environnement pour chacun des assets qui est déterminant sur la façon de protéger. Je ne protège pas mon usine ou mes bureaux de la même façon quand je suis au Pakistan qu'à Bordeaux ou ailleurs. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ce contexte-là. Et c'est non seulement un contexte géographique, mais c'est aussi un contexte humain. Quelle est la population qui m'entoure? Quel est le risque que je peux avoir vis-à-vis de l'extérieur? Donc il y a cette compréhension qui est extrêmement forte. Donc ce mot d'analyse, d'anticipation, de façon à pouvoir construire avec notre client et apporter à notre client les conseils pour sa sécurité au-delà de la prestation initiale qui peut être demandée dans le cadre d'un appel d'offres. Se tenir à disposition pour les accompagner. Alors, je vais profiter de votre expertise et puis du fait que vous êtes prestataire finalement. C'est un peu plus compliqué pour un industriel. Sans citer de nom, d'après vous, quels sont, on parlait tout à l'heure des risk generators, quelles sont les sources de risques qui sont aujourd'hui capables, j'allais dire, de taper sur les deux et sur toutes les couches que vous évoquiez, qui sont capables de développer des attaques qui soient à la fois physiques et cyber dans le but de toucher l'information des acteurs du secteur maritime? Alors, pour ce qui me concerne, on est plutôt sur la partie portuaire, bien évidemment. Et dès lors qu'on a une approche holistique, on comprend le problème dans son ensemble et chaque maillon faible est important. Et à partir de là, quand on regarde les sociétés qui composent un port, par exemple, le secteur portuaire, eh bien comprendre chacune des sociétés, analyser leur niveau de sécurité et au sein de la société, pouvoir
justement identifier ces maillons faibles. Le maillon faible qui restera, je pense, aujourd'hui incontournable, c'est le facteur humain. Donc les prestataires sont entre guillemets une menace potentielle, hein, parce que bien évidemment les sociétés de sécurité privée ont l'avantage de recruter des gens avec, j'allais dire, un contrôle du passé et du sérieux. Ils sont formés, il y a des cartes professionnelles qui permettent bien évidemment au moment de l'emploi, de s'assurer que ces gens-là n'ont a priori rien de connu qui puisse aller contre les intérêts des entreprises avec qui on travaille. Cela dit, le facteur humain restera quelque chose d'extrêmement important. Donc la vigilance sur la façon dont les gens vont travailler. La sensibilisation de ces agents-là, hein, on l'a déjà fait pour des grands groupes qui ont compris ce risque cyber, et donc sensibiliser nos agents au risque cyber. Hein, c'est une façon aussi de leur apprendre les bonnes pratiques. On opère des centres de télésurveillance, on opère des control rooms au profit de nos clients. Quelles sont les bonnes pratiques quand on opère ces systèmes informatiques de sécurité, de télésurveillance? Quelles sont les conduites à tenir en cas d'attaque? Hein, tous ces process doivent être intégrés dans la prestation, dans les SOPs qu'on met en place, de façon à ce que l'homogénéité de la protection soit le plus complet possible. Et vous travaillez sur des schémas types, un catalogue, j'allais dire, de scénarios possibles d'attaques, de use case, de case studies qui pourraient se produire, par exemple, sur un port. Quels sont les types d'attaques auxquels vous essayez au maximum de préparer vos clients? Alors, dès lors qu'on prend un contrat, systématiquement, on a une analyse de risque. Hein, et on va déterminer pour le client, le client l'a déjà fait souvent aussi, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner nos clients sur cette réflexion. C'est-à-dire que la sécurité à l'instant T est quelque chose de fragile. Et dans la sécurité, le mot anticipation est quand même le mot le plus important. Donc on reste sur l'anticipation. L'analyse des risques est quelque chose d'incontournable au départ, et au fur et à mesure de la durée de vie du contrat, eh bien, on se repose les bonnes questions, on travaille avec nos clients de façon à pouvoir anticiper ce genre de menaces. Donc oui, il y a bien évidemment ce cadre-là. Et puis sur la partie cyber avec nos clients, on a trouvé important aujourd'hui de s'engager sur un partenariat de façon à pouvoir d'une part intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur, et avec des gens qui sont des spécialistes du cyber, adresser nos clients et leur apporter ce confort dans la prestation, c'est-à-dire la capacité à réfléchir avec eux sur l'ensemble des menaces et de leur proposer des solutions de protection cyber. Du physique et du numérique. Le physique, l'humain et le numérique. Je ne sais pas faire de la sécurité autrement. L'approche holistique. Quand on parle d'approche holistique, on a cette tendance à regarder Faiz Djellouli, donc le fondateur et le CEO d'Elyséum. Faiz, pour rester sur cette idée, sur ce plan des scénarios d'attaque possibles, vous qui concevez des mini-séries, Cybervox, qui décrivent à la fois des attaques réelles et des attaques potentielles, est-ce qu'on peut, c'est provoque, mais faire le top 3 des attaques qui sont déjà des menaces pour le secteur naval? Est-ce qu'il y a déjà pour Elyséum j'allais dire, un classement des scénarios les plus probables et les plus dangereux? Alors, ce que j'aimerais dire en préambule déjà, c'est qu'à partir du moment où un scénario est viable à la faveur d'une expérience de pensée, ce scénario doit obligatoirement être pris en considération avec un grand niveau de sérieux. Je vous entendais tout à l'heure discuter avec M. Karmik concernant le fait que tel ou tel scénario soit arrivé sur les AIS, par exemple. Et je dirais que peu importe, à partir du moment où on sait que la faisabilité technique est présente, il faut que ce scénario-là doit être pris en compte. Et ça, je dirais que c'est un des plus grands enseignements de l'histoire de la cybersécurité des 10 dernières années. Quand on parlait de cybersécurité industrielle dans les années 2007, 2008, 2009, etc., on nous regardait un petit peu d'un air amusé. Non, mais les cyberattaques touchent uniquement des infrastructures avec un but mercantile. Il n'y a aucun besoin de faire appliquer la cybersécurité sur le monde industriel. Et dès que
Stuxnet est arrivé, tout de suite, ça a été un électrochoc. Stuxnet, vous pouvez rappeler rapidement? Alors, Stuxnet, c'est une attaque qui est intéressante à plus d'un niveau. D'abord, il s'agit d'une supply chain attack, c'est-à-dire que on n'a pas attaqué directement une centrale, mais on a attaqué, on s'est servi du fournisseur d'une centrale, donc de l'écosystème de la centrale pour pouvoir l'atteindre. La centrale en question, il ne s'agissait pas d'une centrale, mais plutôt d'une usine d'enrichissement d'uranium en Iran. Exactement. Et donc, d'ailleurs, je vous renvoie au deuxième épisode de Cybervox qui traite du sujet. Mais peu importe. Donc, il s'agit d'une supply chain attack. Il s'agit également d'une attaque sur un réseau fermé, donc prétendument sécurisé parce que fermé. Erreur. On peut très bien ne pas avoir de connexion externe synchrone, mais asynchrone, c'est tout à fait possible. Par exemple, par le truchement d'une clé USB, de l'intervention d'un fournisseur externe, qu'il soit d'ailleurs avec son propre PC ou qu'il intervienne depuis une liaison de prise en mer à distance, comme on le voit via les liaisons satellitaires dans le domaine maritime, par exemple. Ce qui s'est passé sur Stuxnet en Iran, pardon de vous interrompre, Oui. Pourrait tout à fait se reproduire sur un terminal pétrolier méthanier ultra sécurisé. Totalement, parce que les technologies qui sont utilisées ne sont pas si éloignées. Il s'agit certes de procédés industriels qui sont très différents, mais la couche technologique qui est utilisée est quasiment la même, à part quelques logiciels spécifiques, un peu comme vous l'évoquiez tout à l'heure, donc des logiciels qui sont vraiment dédiés, par exemple à la navigation, ou bien au ballastage, ou bien à la conduite des grues, et à l'équilibrage des navires, etc., etc. Donc, à partir du moment où ces technologies-là sont les mêmes, ou grandement les mêmes, elles répondent en plus de ça aux mêmes problématiques que le reste des secteurs dits industriels, qui au passage souffrent d'une chose très importante et peut-être pas suffisamment surlignée, c'est que leur cycle de vie, c'est la dichotomie entre le cycle de vie des systèmes industriels et le cycle de vie des systèmes IT qu'ils empruntent plutôt au monde de l'IT. Et donc, du coup, on se retrouve fatalement avec de l'obsolescence, je dirais, consubstantielle. Ouais, ça répond déjà un peu à une question de Monsieur Jacques sur cette dichotomie entre des mesures de protection physique et des bâtiments qui ont une durée de vie de 40 ans. On va y revenir tout à l'heure aux questions. Donc là, on parle des terminaux. Très bien. Donc ça, c'est très bien. Pour ce qui est des navires, est-ce que, d'après vous, est-ce qu'on peut dresser finalement une cartographie des risques sur les navires? Alors, tous les navires ne sont pas les mêmes. Hein. Il existe des navires de marchandises, des navires de transport de marchandises, des navires méthaniers et pétroliers, que sais-je encore, ceux qui posent les câbles sous-marins. Donc, il y a beaucoup de navires, il y a même des drones navigants, bref. Donc, il y a une diversité telle que les différents scénarios d'attaque sont quand même assez grands. Mais on peut quand même en citer quelques-uns qui sont certainement pas exhaustifs, mais qui sont quand même évocateurs, je dirais, de la nécessité de prendre en considération non pas uniquement ce qui a été traité et à juste titre pendant les autres tables rondes, c'est-à-dire les risques qui sont par exemple des ransomware et qui peuvent toucher les navires. Certes, oui, ça ne nécessite pas énormément de complexité. C'est quelque chose avec un niveau de probabilité qui est très élevé et qui, potentiellement, on l'a vu sur l'actualité récente, CMA-CGM, et puis depuis 2017, NotPetya qui a touché Maersk, etc. Donc là, on a vu que c'était pas forcément une attaque ciblée, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, le résultat, c'est que on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui. Le cas de NotPetya est un petit peu différent du cas des autres rançongiciels, puisque celui-ci ne réclamait pas de rançon. Hein. C'était clairement une arme de guerre. Et d'ailleurs, je crois savoir que la justice américaine a mis en cause un certain nombre d'agents russes qui bénéficient toujours de la présomption d'innocence, mais en tout cas, on a vu récemment qu'il y a eu de fortes accusations portant sur un certain nombre de personnes qui seraient, j'utilise bien le
conditionnel à l'origine non seulement de NotPetya, mais aussi de l'attaque ukrainienne, c'est-à-dire qui a touché l'ouest de l'Ukraine et qui a conduit à un blackout au mois de décembre 2015, si je m'abuse. Mais au-delà de ces attaques qui sont, je dirais, random, d'accord, il existe des attaques spécifiques du monde industriel. Et seule une approche holistique permettra d'identifier, de commencer, je dirais, d'abord par les événements redoutés, et puis de proche en proche, pardon, identifier les scénarios qui permettraient de concrétiser ces attaques-là, y compris, et bien entendu, nous, de par notre métier, on va d'abord se préoccuper des scénarios qui impliquent, en plus d'autres facteurs, le facteur cybersécurité. Et puis, ça donnera des éléments de priorisation quant à la pondération à donner à chacune des vulnérabilités que l'on va retrouver en audit. Et ça permettra donc du coup de revenir avec non pas uniquement des recommandations qui sont extrêmement nombreuses, mais avec une pondération et un plan de remédiation à même d'être connecté directement au risque. Autrement dit, à être en capacité réellement de créer des KRI, des Key Risk Indicators, et de les piloter au fil du temps. Mais à titre d'exemple, puisque c'était ça la question, donc on peut citer par exemple les systèmes. Moi, j'ai eu personnellement un peu de chance, un peu à l'instar de Jean-Philippe Baillon. J'ai été RSSI dans une autre vie de port méthanier et aussi de navires et de BU qui gèrent des navires, qui les opéraient, les affrétaient, voire même on était armateur ou co-armateur, ou parfois même tout à la fois. Et ce que j'ai pu voir, c'est que le sujet cybersécurité était un petit peu relayé au second plan, et on a pu bénéficier de plusieurs drivers au cours de la dernière décennie. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, par Stuxnet. Ensuite, nous avons eu la loi de programmation militaire extrêmement utile, y compris sur des opérateurs qui n'étaient pas d'importance vitale, mais qui, du coup, ont bien compris qu'ils n'étaient pas loin d'en être et qu'ils mériteraient devraient aussi s'y mettre. Et donc, de ce point de vue-là, on a vu beaucoup de bonne volonté. En tout cas, à mon niveau, j'en ai vu beaucoup. Ensuite, il y a eu la peur. NotPetya en 2017, ça a quand même secoué pas mal de monde. Et je dirais qu'en 2017, mais pour une application 1er janvier 2021, donc on a l'OMI ou IMO, qui a donné une directive, International Maritime Organization, qui a édicté une directive en 2017 visant à rendre obligatoire pour les acteurs du secteur maritime la prise en compte du risque cyber et ce à partir du 1er janvier 2021. Donc la prise en compte du risque cyber dans les analyses de risque sécurité. Donc je vais donner peut-être quelques exemples. Donc commençons par ce qui est un peu extérieur, les systèmes auxiliaires, dits auxiliaires dans le monde maritime. Tout à l'heure on avait parlé des grues, mais les grues elles peuvent aussi intervenir dans un processus, par exemple, d'équilibrage des navires de transport maritime. Imaginez-vous par exemple qu'un transport de containers, vous savez, vous avez une fonction qui permet d'équilibrer le navire entre bâbord et tribord, donc avoir le même poids de sorte à pouvoir être bien équilibré. Imaginez-vous une attaque cyber qui s'attaquerait, donc qui corromprait les données de ces éléments-là et qui permettrait de propager cette corruption sur l'ensemble du processus et qui permettrait donc du coup de déséquilibrer, voire de chavirer. Et là, on s'en rend compte uniquement lorsque ça a commencé un petit peu à… Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé à ma connaissance, mais c'est quelque chose qui est suffisamment à prendre en compte. Toujours dans le même style, vous avez le ballastage. Le ballastage, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous savez, quand on a besoin d'avoir un navire qui descend à un certain niveau d'immersion, on va dire, au niveau de la coque, eh bien, on va remplir les balastres d'eau de sorte à pouvoir rentrer à l'intérieur. Tout ça se fait de manière à l'aide de SI industriel. Si ce SI industriel connaît une corruption, eh bien, on pourrait descendre à un niveau beaucoup plus bas que celui qui était visé, et on pourrait soit risquer, dans le cas extrême, donc de faire couler le navire en hackant un système auxiliaire, on parle bien, voire potentiellement de donner des éléments d'endommager la coque. On pourrait parler aussi d'autre chose. Je pense qu'il y a, en termes de diversité d'attaques, je pense que c'est intéressant d'invoquer les IoT. Les IoT aujourd'hui, on a plein de questions là-dessus, donc Monsieur Olivier Jacques,
pose des questions très intéressantes et nombreuses. Peut-être que ça peut déjà permettre de répondre à certaines de vos questions. Oui, donc quand je parlais d'IoT, donc les IoT, c'est formidable parce que ça permet une meilleure prise en compte de tout ce qui est externe au processus, au procédé industriel. Ça permet l'optimisation des processus industriels, qu'ils soient d'ailleurs dans une usine, mais aussi sur des navires ou bien sur des terminaux méthaniers. Moi, j'ai pu voir, par exemple, dans un terminal méthanier, donc un système IoT qui était en cours d'expérimentation, dont le but était d'apporter de l'aide à la décision pour l'opérateur, de sorte à détecter, par exemple, des fuites de GNL. Et l'objectif, c'était d'anticiper, donc du coup, le fait de couper, par exemple, un tronçon parce qu'il y a une fuite trop importante, le temps qu'elle soit réparée. Le problème, c'est que il est de nature réseau. C'est-à-dire que on parle bien d'un système de contrôle-commande d'un navire, d'un terminal méthanier qui est extrêmement sécurisé du point de vue de la sécurité extérieure. Ce qui permet, dans une logique d'analyse de risque cybersécurité, de pouvoir accepter certains compromis, on va dire, au niveau de la cybersécurité, parce que justement, le système bénéficie de cette sécurité périmétrique. Or, le problème avec les IoT, c'est la radio-logicielle, puisque on n'a plus besoin d'avoir un accès physique pour pouvoir se connecter dessus. Il suffit d'être suffisamment éloigné à l'extérieur de l'enseigne du site et d'avoir des antennes amplifiées à partir de laquelle on pourrait prendre la main à distance sur ces IoT s'ils ne sont pas suffisamment sécurisés et à plus forte raison corrompre l'ensemble du site si jamais ces IoT sont liés directement ou rentrent dans une boucle d'asservissement avec le contrôle-commande voilà. Cela étant donc vrai pour les terminaux, est-ce que le parallèle pourrait être fait sur les navires? Ah oui, totalement. Je vais vous donner encore un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple, mais tout ça, c'est du vécu. Donc, on réalise un audit 360, mais en partant vraiment pour adresser les risques qui étaient convenus avec les patrons donc nos clients. Et donc, il s'agissait donc de voir la sécurité du système de navigation et du système de propulsion. Et on s'est rendu compte que l'architecture telle qu'elle était définie, eh bien, ne correspondait pas exactement à ce qui était effectivement constaté, puisque certains liens réseau étaient très probablement liés à des opérations de maintenance oubliées à la suite d'opérations de maintenance ou peut-être même à l'installation, étaient oubliés, si bien qu'ils offraient des ponts d'accès entre réseaux qui sont extrêmement sensibles et qui ne doivent à aucun prix être interconnectés. Et là-dessus, c'est exactement le scénario Stuxnet, puisque dans le scénario Stuxnet, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a eu à la fois la corruption du système de contrôle-commande, et tout ça s'est fait tout en inhibant l'action protectrice des SIS, des Safety Instrumented Systems, qui en théorie auraient dû être complètement séparés du point de vue du réseau. Voilà. Donc ces éléments-là, en fait, le fait de trouver ce type de connexion est de nature à représenter et à ouvrir un risque très important auprès du client. En l'occurrence, c'était un navire. Alors, je pense que si vous voulez bien, on va continuer à bénéficier de votre expertise à tous, mais en commençant à répondre aux questions, parce que on est dans les temps, il est 15h24, j'aimerais quand même qu'on passe du temps à échanger. Alors, donc, monsieur Olivier Jacques, qui est très actif, directeur du Master Cyber Security. Alors, est-ce qu'on peut retrouver la présentation officielle de monsieur Jacques? Enfin bref, dans les participants peut-être. Alors, on a d'abord une question un peu plus globale et qui sera une excellente introduction. Donc, on peut descendre sur la dernière question et après on revient à vous. J'ai vu une question sur les rançons du ciel. Je vais répondre en bas. Alors, est-ce qu'on peut comparer un navire à un système industriel? C'est comme une usine, mais une usine sur l'eau. Alors, commençons par ça, parce que je pense que ça va introduire tout le reste. Alors, typiquement, je vais répondre puisque je me suis retrouvé à l'époque, dans le cadre du SAIV, à réaliser des plans de sécurité opérateurs et donc sur des terminaux méthaniers qui sont des PIV. On avait la problématique du méthanier qui, en tant que tel,
n'est pas lié à un PIB. Et donc, dans le cas d'une analyse de risque globale, on a bien pris ça en compte, c'est-à-dire que le bateau, une fois rattaché à son terminal, est partie intégrante du process industriel. D'un point de vue purement process industriel, il fait partie intégrante. À partir de ça, on l'a intégré comme étant aussi, à l'instant où il était rattaché au terminal, un point d'importance vitale et donc à être traité de la même façon. Et typiquement, de la même façon que pour l'oil and gas, une plateforme est un bateau à l'arrêt, de la même façon qu'un bateau qui se déplace un bateau qui se déplace, pourrait être aussi sur le même risque que la plateforme. Eh bien, il ne faut pas se priver de ce raisonnement-là, et qu'à chaque fois, il faut raisonner large, de façon à avoir la meilleure sécurité. Et donc, oui, tous les bateaux, bien évidemment, doivent être entendus comme un process industriel. Oui. Je vais juste rajouter un détail concernant cette question-là, c'est que en ajoutant ce que tu viens de dire, la problématique du bateau, c'est que c'est aussi un vecteur de risque. Donc, en sus de ce qu'on doit considérer comme unité industrielle, c'est aussi un vecteur à risque. S'il y a une prise de contrôle totale sur un bateau, ce bateau-là peut très bien se retrouver avec je ne sais pas quelle quantité de gaz pétrole liquéfié ou autre à se cracher dans un port et être utilisé comme un vecteur portant des risques. Ou un chimiquier. Ou un chimiquier ou autre, voilà, exactement. En 2006, des exercices de lutte antiterroriste en mer avaient comme scénario la prise de contrôle. Alors c'est de la piraterie à l'époque ou du terrorisme, prise de contrôle de bateau au large, et puis projection du bateau sur un port. Mais typiquement, dès lors qu'on pourrait arriver par une attaque cyber à prendre le contrôle de la timonerie et de la propulsion, on peut faire la même chose sans avoir à projeter des terroristes à bord du bateau. Et donc, le bateau peut tout à fait être un vecteur. Il y a aussi un facteur d'inertie qui est très important, c'est que à partir du moment où vous avez pris, par exemple, simultanément, via une attaque déjà établie, mais pas encore enclenchée, et qui confère aux attaquants à la fois le contrôle sur le système de navigation et sur le système de propulsion, vous pourriez très bien lancer l'attaque à l'approche, par exemple, d'un port, le temps que l'équipage réagisse et puisse déconnecter les systèmes pour reprendre un contrôle manuel, vous avez déjà une inertie du navire, surtout s'il s'agit d'un gros navire, tel que finalement vous ne pourrez pas éviter en fait, les collisions. Il suffit d'aller sur Internet, vous pouvez voir un certain nombre d'erreurs ont pu être faites, peut-être pas de nature cyber, en tout cas c'est pas encore, ça n'a pas été déclaré comme tel, mais on peut totalement l'imaginer, puisque techniquement il est possible de le faire. J'ai vu une question sur NotPetya. Donc NotPetya agit comme effectivement. Donc la question nous a relis, se présentait-il quand même comme un rançon logiciel? Oui, mais il ne demandait pas de rançon. C'est ça la petite douille dans l'histoire. Toutes les suspicions viennent de là, sur l'origine de notre métier. Et ça a immobilisé le business. Exactement. Et d'ailleurs, ça a été qualifié en acte de guerre. Et donc, je dis ça à tous ceux qui disent l'assurance, c'est important. Bien sûr, l'assurance est très, très importante parce que ça permet, c'est un acteur majeur, en fait, dans l'écosystème de la sécurité, au même titre que tous ceux qui interviennent à la fois techniquement et organisationnellement. Mais il y a déjà eu des assureurs qui, qualifiant NotPetya comme étant un acte de guerre, ont levé la clause d'exclusion qui du coup les a empêchés grâce à laquelle ils n'ont pas eu à dédommager un client. C'était devenu un risque de guerre et donc non plus un risque. Tout simplement. Très bien. On va rester un peu sur avant d'entrer sur les questions peut-être un peu plus techniques, une question encore une fois fondamentale. Peut-être pour Nicolas, comment cartographier les navires lorsque les armateurs ne disposent pas des plans du navire, car ils ne sont pas concepteurs du navire? C'est une excellente question. C'est une des problématiques que nous avons eues. Donc déjà, aujourd'hui, pour commencer par la solution, aujourd'hui, tous les types de navires que nous avons soit commandés, soit nous-mêmes mis à l'eau, évidemment, nous avons tous les plans et nous essayons ad initio de mettre en place les systèmes de protection nécessaires, alors qu'ils soient systèmes de protection de pure sûreté et de cybersécurité, bien évidemment. Pour les plus anciens de nos bateaux, là, ça demande évidemment l'aide de grands spécialistes qui vont devoir passer du temps
sur la structure du navire et souvent mettre des structures en parallèle de ce qui existe. Donc changer légèrement aussi certaines classifications de bateaux. Donc là aussi, c'est très difficile à mettre en place. Donc évidemment, si on a une flotte qui est un petit peu vieillissante, ça commence à être un petit peu compliqué si on n'a pas tous les plans des bateaux. Mais là, la solution qui s'est présentée devant nous, c'est de mettre des solutions en parallèle de la structure existante. Voilà. Alors, effectivement, comme je le disais un petit peu tout à l'heure dans mon intervention, les cycles de vie ne permettent pas toujours de changer les systèmes, et quand bien même que techniquement il soit possible de le faire, financièrement, ça n'est pas toujours évident. Donc, de ce point de vue-là, il y a forcément des éléments à prendre, ces éléments à prendre en considération dès lors que l'on considère d'une part les interconnexions et toutes les initiatives digitales d'un point de vue beaucoup plus important. Et après, derrière, effectivement, soit identifier des solutions qui se mettent en parallèle, comme le vient de préciser M. Kermick, et qui permettront donc de créer une couche d'abstraction qui permettra de jouer un rôle de sécurisation. Et en plus de cela, et non pas à la place de cela, il faut de toute manière, à la base, observer un certain nombre de bonnes pratiques en matière de segmentation des réseaux, en matière tout simplement de réduction de l'exposition. Segmenter les réseaux, avoir des contrôles d'accès extrêmement stricts, ne pas autoriser des interconnexions qui soient trop permissives, faire attention aux accès physiques, y compris à l'intérieur du navire. Tout le monde n'a pas forcément les privilèges du chef mécanicien. Et en plus de ça, réaliser du monitoring. Et je terminerai par une mesure très importante qui est le hardening. Le hardening, c'est le durcissement qui permet de réduire, soit physiquement, soit logiquement, les possibilités qu'a un système industriel aux strictes actions qui sont nécessaires pour son fonctionnement. Très bien. On a une. Merci beaucoup, Faïs, parce que là, on est déjà dans les solutions. On a une question, peut-être, si on peut remonter un petit peu. Beaucoup. Oui, non, mais je pense qu'elle est très importante. Oui, encore un tout petit peu, voilà. Faïs, peut-être, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Comment faire pour anticiper la menace, avec des outils en l'absence de coordination et d'échange? Comment faire pour intégrer des mesures de protection physique sur des navires qui ont duré une vie de 40 ans, ça on en a parlé. Les scénarios de pensée sont-ils validés? Ok. Elles sont pas forcément. Alors, on les traitera peut-être pas toutes, sur la fin, on reviendra aux dernières, mais commençons par les deux premières qui me paraissent centrales. Très bien. Donc, sur les IOC, les Indicators of Compromission, pour ceux qui ça échapperait. Donc, effectivement, aujourd'hui, et je pense que ça a été montré dans les précédentes tables rondes, il y a un niveau de coordination qui est extrêmement fort, une volonté qui, même moi, m'a surprise. Et que je salue, bien évidemment, et je serai honoré d'y prendre part. Mais en tout cas, on peut dire qu'on a une des plus belles agences aujourd'hui au monde en matière de cybersécurité, qui est l'ANSSI, et qui a été représentée hier par Madame Sylvie. J'ai oublié son nom, mais je connais son prénom. Voilà. Et donc aujourd'hui, à la fois l'ANSSI, les différents autres corps, les industriels et les sociétés de services, y compris bien sûr aux têtes desquelles il y a des grands groupes, etc., proposent aujourd'hui des solutions et sont engagés dans des projets de recherche pour pouvoir le réaliser. Je dirais que la chose la plus importante qu'il y a lieu d'observer pour tout un chacun, c'est déjà de réduire son exposition. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir Bac plus 10 en cybersécurité pour comprendre qu'il y a un niveau d'exposition. Après, vous pouvez toujours vous appuyer sur des sociétés qui vont vous conseiller, mais l'idée, c'est d'abord de ne pas aller sur une initiative qui va vous mettre potentiellement en danger sans que vous ne soyez sûr de votre socle de sécurité. Ça, c'est très, très important. Vous pouvez toujours bénéficier des IOC par des moyens asynchrones, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pas forcément synchrone, mais aussi asynchrone, ça fonctionne très bien. Nous, on l'a déjà réalisé. Je l'ai déjà réalisé déjà en tant qu'RSSI et je l'ai réalisé par la suite, aider d'autres RSSI par la suite quand j'ai créé Olidum pour les aider à le faire. Donc, c'est tout à fait faisable. Comment faire pour intégrer les mesures de protection physique
sur des navires qui ont une durée de vie de 40 ans. Physique ou logique? J'imagine que c'est plutôt logique la question. Donc là-dessus, il y a effectivement, donc là, je pense qu'on y a répondu juste avant hein, par les mesures de mettre en place des solutions en parallèle, de faire du durcissement, du contrôle d'accès, etc. Et après, derrière, effectivement, il y a, si on ne peut pas être préventif, il faut au moins être détectif et réactif. Ça, c'est très important. Et c'est en ce sens-là que les exercices de crise sont très importants. J'évoquais tout à l'heure, par exemple, on peut évoquer, par exemple, le cas de TV5 Monde ou de l'attaque ukrainienne sur le réseau électrique. Ce qui a surpris dans ces deux cas-là, c'est la vitesse de réaction. Et je pense que les attaquants n'avaient pas imaginé que les équipes IT pouvaient réagir d'une manière très importante et très rapide, si bien que ça a réduit considérablement l'ampleur de cette attaque-là. Et ça n'a été rendu possible que parce que les équipes, et là on parle bien d'hommes et de femmes, les équipes IT et autour de ces systèmes-là étaient entraînées à faire des crises cyber. Je dirais que le monde maritime je dirais peut-être que sur tout ce qui est embarqué, donc tout ce qui est dans les navires, on a peut-être effectivement quelques difficultés qui ont encore la peau dure. C'est par exemple les difficultés d'accessibilité. Si par exemple il fait pas beau, eh ben c'est difficile d'établir une connexion GPS de bonne qualité. Et parfois, on l'a en tout cas constaté très souvent, c'est que le personnel formé en informatique, le personnel navigant, former l'équipage, donc former sur les technologies informatiques ou cybersécurité, ça reste quand même une exception. Et donc, il y a un enjeu de formation et de résilience au niveau des femmes et des hommes de l'équipage qui est très important également à prendre en considération afin, encore une fois, si on ne peut pas anticiper certaines attaques, au moins qu'on puisse les détecter suffisamment tôt et réagir dessus. Alors, on a une question toujours sur l'intégration finalement des solutions publiques-privées, une question de Xavier Rebourg. Que pensez-vous du projet de Centre national de coordination de la cybersécurité pour le maritime, évoqué dans les tables rondes d'hier, à laquelle j'ai malheureusement pas pu assister? Un projet qui vise à mettre en place au plus vite un AMCERT et de créer une filière d'excellence en fédérant l'ensemble des acteurs, opérateurs maritimes et entreprises de cybersécurité. Je pense qu'on va dans le bon sens. Là-dessus, évidemment, on ne peut que saluer ce type d'initiative et il faut les appuyer. Il faut également que les clients puissent favoriser l'émergence et être les premiers à le soutenir. Voilà ce que je peux vous en dire. Nous, malheureusement, on n'a pas la chance d'en faire partie. On ne peut pas être partout, évidemment. Mais évidemment, il faut saluer toutes ces initiatives. Ce sont des initiatives du temps long parce qu'elles traitent de matière humaine. Il ne faut pas uniquement considérer les aspects technologiques qu'il y a derrière, mais également l'ensemble des aspects de communication entre des hommes des hommes et des femmes qui ne travaillent pas dans les mêmes sociétés, dans les mêmes structures et qui concrétisent, qui tentent de donner corps à cet écosystème de cybersécurité. C'est très, très important parce que la cybersécurité in fine qui sera atteinte, c'est celle qui résultera de cet écosystème-là. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous achetez un automate programmable industriel, un PLC, ok, donc vous l'installez dans votre installation, vous avez un programme, etc. Vous mettez toute la sécurité autour, sauf que votre automate contient une bombe logique, parce que dans le process de fabrication de l'automate et donc de préprogrammation, il y a eu une faille chez le fabricant. Eh bien, vous, en tant que bénéficiaire, vous n'avez aucun moyen de le détecter. Donc, vous voyez, votre niveau de sécurité dépendra très fortement de celui de votre écosystème. En l'occurrence, c'est l'ICS Vendor, mais on peut citer tout type de fournisseurs et d'intervenants. Toujours, alors, on anticipe un peu sur les autres questions. Faïs, vous parliez de la nécessité de former finalement tout à l'heure. Nicolas et Jean-Philippe également, les gens finalement, les users qui sont connectés, qui sont finalement l'interface entre la menace et la cible. Vous qui pratiquez ce secteur depuis longtemps, est-ce que vous pensez que le degré de sensibilisation à la menace cyber
est plus faible, plus fort que dans des industries, que dans d'autres industries, comme la banque, par exemple, ou enfin, dans d'autres secteurs économiques, pardon, comme la banque ou d'autres secteurs industriels. Est-ce qu'il y a un déficit ou est-ce qu'au contraire, on a une appétence technique qui fait que les messages de sensibilisation en cyber passent plus vite? Alors, je dois quand même reconnaître que le monde bancaire a une avance sur le monde, je dirais, ils ont été quand même les pionniers. C'est peut-être pas un hasard si les décrets d'application. Parce qu'une réglementation plus forte. Parce que la réglementation plus forte, parce que c'est toujours une question de driver et d'écosystème avec la régulation. Et je pense qu'il y a des contraintes structurelles aussi qui ont permis donc du coup au secteur bancaire d'être exposé aux cyberattaques beaucoup plus tôt, en fait, chronologiquement parlant, que le secteur industriel, que le secteur de transport maritime ou le secteur maritime d'une manière plus générale, le SAIV maritime et fluvial. Et effectivement, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'opération coup de poing à porter. Certains ont déjà commencé à le faire, hein, j'ai pu le constater, et c'est très très bien. Et je pense qu'il faut généraliser cela. L'initiative que vous citiez tout à l'heure contribue et concourt à cet objectif. Mais je pense que ça serait très bien qu'on ait une réglementation peut-être un petit peu moins. Alors effectivement, je l'ai salué tout à l'heure, donc la réglementation de l'OMI qui oblige à prendre en considération le risque cyber, très bien, soit, mais ça reste quand même en termes de maturité très très perfectible. Et on a une réflexion ici, pardon Jean-Philippe, mais c'est également un sujet, il y a également une pression croissante des assureurs. Ouais. Qui exige là aussi. Hein, et ça monte crescendo avec les occurrences des attaques cyber rendez-vous compte, les attaques par ransomware sur le premier semestre avaient déjà doublé par rapport à ceux de l'année précédente. 2019, l'année des ransomware, on était déjà au double au mois de juin 2020. Je crois que le sujet de la sensibilisation est quand même extrêmement important, hein, parce qu'on le voit bien sur les années passées, la prise en compte de la menace cyber a d'abord été une prise en compte par rapport à un problème de sécurité informatique. Et le facteur humain a été quand même extrêmement délaissé. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement complexe d'intégrer une culture de la sécurité cyber au sein d'une entité, une entreprise, etc. C'est un travail de très longue haleine. C'est un travail où tout le monde chacun doit s'impliquer depuis le chef. C'est pas juste venir patcher et sécuriser. Donc c'est un sujet aujourd'hui, en revanche, notamment avec les ransomware, hein, qui fait que tout le monde a bien pris conscience de la menace et qui fait que bien évidemment on commence à se dire bon, il faut sensibiliser les gens. Et je reviens là-dessus, hein, c'est quelque chose de très très important. C'est pour ça que nos agents, quand on est sur des infrastructures extrêmement complexes, avec bien évidemment des valeurs qui sont élevées, sont sensibilisés au sujet de cybersécurité. Parce que dans chaque système, dans chaque écosystème portuaire et autres, c'est par le maillon faible qu'on arrivera à passer. Donc, c'est pas juste là, j'ai une infrastructure d'importance vitale, donc elle va être bien protégée. L'effet domino sera recherché. Oui, Nicolas? Et je pense qu'il y a aussi une énorme problématique internationale. Alors, on disait que c'est un travail de longue haleine, mais c'est aussi un travail de convergence. Aujourd'hui, on dit effectivement, l'Organisation maritime internationale dit à partir du 1er janvier 2021, nous devons prendre en compte le risque cyber. Oui, très bien. Quoi? Quand? Comment? Avec quoi? On ne sait pas. Alors, il y a plusieurs bonnes pratiques qui sont données par diverses associations maritimes, BIMCO, Intertanko, je ne sais qui d'autre, les Coast Guard américains, différentes organisations régionales, locales. Mais aujourd'hui, avec la complexité des types et le nombre de pavillons qu'on peut avoir sur les différentes flottes dans le monde entier, ça va être très difficile de se dire, voilà, notre norme, c'est ça. C'est là où on va avoir une grande complexité. Et pareil, qu'est-ce que les assurances vont assurer? Quelles normes? Quel type de mesures qui vont être mises en place? Là aussi, c'est très très vague. C'est là aussi, il va falloir essayer de trouver une convergence internationale sur le domaine. Avec un autre acteur. Cyber, oui, exactement. Il y a un autre acteur qui sont les sociétés de vérification. Exactement. Tout à fait, les sociétés de classification. Oui, tout à fait. DNV, Bureau Veritas, voilà, ABS. Est-ce qu'ils sont dans la boucle? Est-ce qu'ils sont intégrés déjà à tout ça? En fait, ces sociétés ont déjà
aujourd'hui intégrer un certain nombre d'éléments dans tout ce qui est, je dirais, comment intégrer les standards en matière de sûreté et de cybersécurité, en fait. Donc, ils étaient déjà à l'époque en charge de tout ce qui est sûreté. Hein. Là-dessus, donc il y a des directives qui datent de 2003-2004 en la matière, et donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais en revanche, depuis peu, ils intègrent la partie cybersécurité. Et quand on regarde effectivement le contenu, il est très fortement inspiré de l'IEC 62443, qui est la norme la plus large aujourd'hui internationalement, qui touche les systèmes industriels, que l'on retrouve évidemment en très très forte proportion à l'intérieur donc des systèmes navigants. On avance bien, on est très très technique là. C'est bien, mais la cyber, c'est pas que ça. C'est pas que des intrusions. Est-ce que et je pense que c'est le cas, mais est-ce que finalement les efforts que protéger le secteur maritime face à toutes ces menaces très très spécifiques, est-ce que ces efforts ne détournent pas les acteurs du secteur maritime de la protection contre des cyberattaques beaucoup plus classiques? Et je pense notamment, on a parlé des ransomware, c'est une chose, mais aux bonnes vieilles fraudes. Les fraudes, toutes les fraudes qui utilisent finalement un véhicule cyber, qui tapent tout le monde et qui peuvent taper des entreprises qui finalement ont mis un niveau de sécurité tellement haut en technicité qu'elles vont, on parlait du risque physique, mais là on reste dans le domaine cyber, mais des fraudes qui finalement sont tellement basiques qu'elles vont passer sous le niveau radar parce qu'elles tiennent plus du process que de l'équipement finalement pour s'en prévenir. Alors, je dirais que j'aime à penser que qui peut le plus peut le moins, et que évidemment, si on va sur des scénarios qui nécessitent une très forte complexité de la part des attaquants, c'est que on y va en addition aux autres mesures de sécurisation qui cadrent déjà correctement les autres processus, sans quoi effectivement il y a un problème méthodologique à la base. Mais de toute manière, une approche par les risques, si elle est bien faite, si les risques sont bien identifiés, si les événements redoutés sont bien identifiés, permettra en tout cas de tacler tous ces éléments-là, donc permettra d'identifier le point que l'œil ne voit pas, c'est-à-dire toute la complexité induite par la transversalité des attaques. Et les attaques sont très complexes. Elles utilisent des facteurs humains, organisationnels, donc des faiblesses. Toutes les faiblesses potentielles, elles sont exploitées par des red teams. Nous-mêmes, on réalise des red teams, par exemple, sur des sites réputés sécurisés. On va chercher toutes les faiblesses possibles et imaginables. On va faire de l'OSINT, on va essayer de compromettre certaines personnes, on va essayer de compromettre la sécurité du site, on va utiliser des drones pour pouvoir identifier des faiblesses. Et bien entendu, on va s'introduire, je dirais, d'un point de vue logique et essayer de s'introduire d'un point de vue logique. Et on réussit quasiment à tous les coups, en fait, à rentrer, y compris sur des sites qui sont réputés sécurisés. Et ça, je dirais que c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est une bonne chose que l'on puisse faire ce type d'entraînement qui permettent donc du coup d'identifier, d'améliorer sa sécurité. Et c'est pour ça que c'est pas uniquement, il n'y a pas un moment où on se dit on est sécurisé. C'est un processus continu, tout comme l'éducation, tout comme la sensibilisation. Une fois qu'on a fait la sensibilisation, il faut derrière réaliser d'autres types de sensibilisation, d'actions adressant le facteur humain pour que le sujet cybersécurité soit toujours dans les préoccupations des gens. En restant 2 minutes sur ce sujet de la sensibilisation et de la formation, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants et de personnel académique d'un master spécialisé en cybersécurité dans les participants. Mais la formation initiale des techniciens, enfin des gens, des spécialistes du sujet dans le secteur est très importante. Est-ce que vous observez, c'est peut-être plus une question pour Nicolas et Faïd, quelles sont les pratiques RH que vous observez en matière de formation? Est-ce que finalement, la sensibilisation à ces sujets est rentrée au catalogue des formations internes, toutes fonctions confondues, évidemment, avec des priorités? Est-ce que c'est devenu vraiment quelque chose qui, dans le secteur maritime, est intégré? On parlait de la banque tout à l'heure, il y a bien d'autres métiers où maintenant c'est devenu quasi obligatoire d'avoir une formation, une sensibilisation comme ça. Est-ce que dans le secteur maritime, on a des sensibilisations qui peuvent paraître complètement très bêtes, hein, mais à l'hygiène digitale, ce genre de choses-là, voilà, pour se protéger déjà de la faiblesse du facteur humain. Oui.
Alors nous déjà, dès l'engagement des personnels, ils ont une sorte de batterie, on va dire, de présentation de la société et une batterie de d'e-learning qui doit obligatoirement passer, comme la compliance, etc. Aujourd'hui, les risques cyber font partie de cette formation avec un rappel, une réinjection qui est faite tous les ans avec valeur obligatoire. Sinon, il peut y avoir un problème de notation et deux, l'impossibilité de monter à bord d'un bateau. Voilà. Je te rejoins totalement là-dessus, Nicolas. Moi, je dirais que ça dépend aussi de la politique et de l'appétence de chaque organisation qui reste maîtresse en l'absence d'une forte réglementation qui l'oblige. C'est à la faveur d'une politique interne que ça se passe comme ça chez Sepsi-Cézanne. Et je dirais que demain, il faudra que ce soit quelque chose d'obligatoire, tout comme je dirais les habilitations B1 ou B0, etc., électriques, etc. Il faut être en capacité. Jean-Philippe, vous l'observez aussi? Je pense qu'on on est quand même malgré tout assez éloigné d'une généralité des RH en général, quels que soient les secteurs d'ailleurs, à proposer cette formation de façon systématique. C'est une maturité qu'on trouve malheureusement pas partout. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on a fait le choix vis-à-vis de nos clients, au-delà de la prestation humaine qu'on a, de dire on vous offre aussi la possibilité de sensibiliser vos agents parce que c'est extrêmement important. Et on veut lancer ce message de dire la sécurité, c'est quelque chose de très large et donc il y a du cyber et donc il faut former vos gens et il faut aller sur ces prestations-là absolument. Au-delà des clusters dont on parlait tout à l'heure, qui impliquent des acteurs, une collaboration publique-privée, on a dit ça fonctionne très bien, souvent sous l'impulsion d'ANSSI, pas seulement, mais est-ce que l'industrie elle-même se crée des plateformes d'échange? Est-ce que vous en avez été témoin? Est-ce que vous les partagez? Je sais que Nicolas, vous échangez avec vos concurrents finalement, avec toute l'industrie. Comment ça se passe? Exactement. Alors donc, il existe beaucoup de plateformes, on va dire, qui sont essentiellement des associations régionales, comme j'en ai cité tout à l'heure, Intertanko, IMCO, etc. Et il y en a une internationale qui s'appelle l'IMCA, International Maritime Constructors Association. Là, tous les acteurs de l'industrie maritime, qui soient de l'oil and gas, du transport, qui que ce soit, peut se retrouver dans cette association qui a donc des sessions régulières sur différents types de sujets, dont la sûreté. Donc là, ça fait maintenant presque 3 ans que je siège à ce comité, et ça fait, on va dire, allez, bien 2 ans que l'on a vraiment commencé à sortir des bonnes pratiques ou des directives que l'on peut donner et qui seront acceptées dans l'ensemble de l'industrie. Oui. J'ajouterais en revanche, parce qu'on parlait de DRH, j'ajouterais quand même que quelque chose de très très important aujourd'hui, et hier soir je discutais encore avec un panel de directeurs de sûreté des grands groupes, tous les directeurs de sûreté des grands groupes aujourd'hui ont compris qu'il y avait un enjeu sur le cyber. Alors Jean-Philippe, j'ai une question et peut-être qui nous permettrait de conclure en prenant vos avis. Les directeurs de la sûreté, très bien. Quid des CEO? Vous qui les côtoyez, Nicolas, vous rapportez aussi d'autres entreprises. Vous êtes tous les deux des prestataires qui échangeaient avec des DG, avec des CEO. Est-ce qu'on voit aujourd'hui une vraie prise de conscience du risque cyber dans le secteur maritime, ou est-ce que finalement on reste quand même l'échelon qui en a conscience, c'est quand même un échelon de haut niveau mais opératif? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote sympathique, puisqu'hier soir, j'étais un petit peu à la bourre pour rentrer chez moi, pour ne pas tomber sous le coup du couvre-feu. Et je croise un des anciens CEO que je connaissais, bon, que je ne vais pas nommer. Mais effectivement, on a pu discuter 5 minutes sur le parvis. Et effectivement, c'est de lui-même qu'il a commencé à me parler tout seul du risque cyber. Voilà. Mais globalement, est-ce que c'est perçu? Est-ce que d'après vous, on va vers ça ou pas? La prise de conscience, elle est claire. À tous les niveaux d'entreprise, quels que soient les secteurs, la prise de conscience est claire. L'action qui suit la prise de conscience, elle doit encore être renforcée parce qu'elle n'est pas forcément là. D'accord ? Et malheureusement pour le cyber, comme beaucoup de cas dans la partie sécurité, tant qu'on n'a pas eu un accident, on ne pense pas à faire quelque chose. Espérons que les choses se passent différemment et qu'on n'attende pas
encore une fois la réaction pour prendre des décisions. Bien, merci à tous. On doit quitter la session. Hein. Il est 15h55, donc nous devons libérer les plateformes. Merci à tous. N'hésitez pas, encore une fois, peut-être à poser vos questions. Il y a des plateformes comme LinkedIn qui ne seront pas à câble, hein, mais n'ayez pas peur en contactant directement nos intervenants. Merci beaucoup, en tout cas, de votre intérêt et à très bientôt. Merci. Au revoir.